Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Cela fait pratiquement peut-être 6 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a un frère qui m'a envoyé un mot pour dire, mais est-ce que je suis bien là, est-ce que je vais bien? Oui, je suis là, je vais bien. Je n'ai pas pu faire de vidéo ces temps-ci parce que j'étais occupé à des soutenances de thèse. J'ai eu, sur 2 semaines, 3 doctorantes que j'ai encadrées qui ont soutenu leur thèse. Voilà. Il s'agit de Azani Esther, Ouattara Matata, Pulchéry et Gossan Kousso Marie Flora. Voilà. Désormais, ils sont des docteurs. Avec eux, j'en suis heureux. Et je faisais comme ça le point des docteurs que j'ai formés, dont j'ai fait des historiens ou des historiennes. J'en ai parlé un peu sur ma page Facebook. Alors, il y a sans doute un qui en a douté quand j'ai dit que j'ai encadré une vingtaine de docteurs. Il a dit, mais professeur, quelle est la fréquence de formation de docteurs que vous faites par an? J'ai été surpris de cette question parce que ça dépend. Il y a le rythme de travail des étudiants. Il y a la question de la documentation. Parce qu'il faut chercher la documentation. Il y a aussi des pesanteurs administratifs. Parce que ces temps-ci, on a vu, le suivi des thèses ont été bloqués pendant près de 7 mois. Donc, il y a différentes pesanteurs. Alors, je veux ici citer les docteurs que j'ai formés. J'espère que je n'en ai pas oublié. Alors, je vais les citer. Ce n'est pas dans un ordre de soutenance, hein, non. Comme ça, quand les noms me viennent en esprit, je note. Alors, donc, 1, docteur Pété Eric. 2, Mbra Kwaku Désiré. Pété Eric, il est chercheur à l'IHA, à l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africain. Mbra Kwaku Désiré, qui est à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. D'ailleurs, il est passé maître de conférence. J'en suis heureux. Il y a le docteur Kra Dingra Magloire, qui est à l'université de Daloa. Voilà. Université Lorion Guédé. Il y a le docteur Adje Angwa Sévérin, qui est avec moi, qui est maître assistant, qui partage le même bureau avec moi. Il y a le docteur Méné, qui est aussi au département d'histoire avec moi, à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Il y a le docteur Ayemou Kadiomou Ferdinand, qui est aussi au département d'histoire de l'université Félix-Houphouët-Boigny, qui partage un bureau avec moi. Il y a le docteur Mohamed Ibrahim, qui lui est malien, a soutenu sa thèse, il est retenu chez lui. Il y a Diamidia Cécile, qui était aussi recruté au département d'histoire de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Il y a Keipo, qui a soutenu en France, donc si bien que j'ai été co-directeur. Il y a Ouattara Matata Pulchéry, dont j'ai parlé. Azani Esther, Gossan Kousso Marie Flora, dont j'ai parlé. Il y a le docteur Kone Yakuba. Alors vous voyez, je vais citer donc Pété Eric 1, Mbra Désiré 2, Kra Dingra Magloire 3, Adje Angwa Sévérin 4, Méné 5, Ayemou 6, Mohamed Ibrahim 7, Diamidia Cécile 8, Keipo 9, Ouattara Matata Pulchéry 10, Azani Esther 11, Gossan Kousso Marie Flora 12, Kone Yakuba 13, qui lui enseigne à l'université de Daloa, l'université Lorion Guédé de Daloa. Tout comme d'ailleurs le docteur Kra Dingra Magloire. Donc, le 13e que je cite, c'est Kone Yakuba. Le 14e, c'est Gouledei Alda, qui attend d'être recruté. Il y a Koulibaly Youssouf, hein, en 15e position. Je veux dire, c'est un ordre que j'ai créé comme ça. Hein, ce n'est pas... Kouadio Julien, 16, Kouadio Julien, docteur Kouadio Julien, qui attend aussi d'être recruté. Docteur Nguessan Denis,
qui attend aussi d'être recruté. Il y a Secret Kwame, docteur Secret Kwame, 18e rang, qui lui a été recruté à l'université Alassane Ouattara, c'est comme ça qu'on dit, à Bouaké. Il y a le docteur Kofi Serge, 19e position, que je cite. Il est à l'université de Daloa, Lorient-Guédé. 20e, Koroma Tenon, qui lui aussi attend d'être recruté, mais lui déjà c'est une affaire simplement de glissement, puisque lui déjà il travaille au trésor, donc il attend de pouvoir enseigner dans une université, Koroma Tenon, donc 20. 21, il y a le docteur Kaba Ibrahima, qui lui enseigne à l'université de Cancan. 22, Trabi Lézier, qui lui aussi attend d'être recruté. Et puis le docteur, en 23e position, le docteur Fofana Sendou. Mais lui, au moment où il soutenait, bon, il était déjà d'un certain âge, donc il ne pouvait pas entrer à la fonction publique. Donc vous voyez, ça fait bien 23. Ça fait bien 23 historiens que j'ai formés. Voilà, 23 historiens que j'ai formés. J'espère ne pas avoir oublié de nom. Mais il y a déjà encore certains qui doivent déposer bientôt leur thèse pour instruction. Voilà. Et c'est un travail que je fais quand même depuis 2008. Depuis 2008. Voilà. Quand je suis passé maître de conférence en 2008, c'est un travail que je fais depuis 2008. Et en 2013, je suis passé professeur titulaire. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc ça fait pratiquement bientôt 9 ans que j'exerce comme professeur titulaire. Voilà. Je vous remercie. Donc, c'est ce travail-là aussi qui fait que je ne suis pas toujours disponible pour les frères qui aiment l'histoire, qui sont sur Internet, qui me suivent sur ma page YouTube, professeur Alou Kwame René, ou Kwame René Alou. Alors, je veux poursuivre la série de vidéos, mais là, je pense que ce sera 2 vidéos seulement, que j'ai intitulé, vous avez dit pacotille, mensonge. Donc, j'ai fait le 1, je vais faire le 2. Alors, sur toute la côte du golfe de Guinée, les populations, par ébullition de l'eau de mer, fabriquaient du sel. Mais souvent, ces populations n'avaient pas de grands récipients, n'avaient pas de grandes marmites. Alors, quand les Européens ont senti ce besoin-là, donc ils envoyaient de grandes marmites pour que les gens puissent faire suffisamment de sel. Parce que le sel était un produit important, notamment pour les populations qui sont à l'intérieur. Vous voyez? C'est pour ça que même aujourd'hui, par exemple, c'est certaines populations telles que les Kouéni, etc. Mais si vous voulez épouser une fille, on vous demande un sac de sel. Parce que c'était un produit important. Et les Européens fournissaient les grandes marmites pour qu'on puisse faire une grande quantité de sel. Alors, ces grandes marmites qui sont confectionnées par des forgerons européens, qui demandent plusieurs jours de travail pour une seule marmite. Alors, c'est ça que vous appelez pacotille. Vous voyez? Vraiment, ceux qui ont parlé de pacotille concernant ces échanges commerciaux entre l'Afrique et les compagnies européennes, ça ne fait pas sérieux. C'est du pur racisme. C'est du pur racisme. Autre marchandise que je peux citer, ce sont les perles. Ce sont les perles. Il y a des perles naturelles qu'on appelle des perles précieuses en général. Mais les perles naturelles, certaines même étaient utilisées comme monnaie, notamment la perle des gris, que les Bétibé ou les Outi appellent akori. Tout comme en pays fanti aussi, cela est appelé akori. Oui. Mais ces perles précieuses-là, notamment la perle des gris, servaient aussi de monnaie à côté de la poudre d'or. D'ailleurs, les perles précieuses servaient à décorer les tabourets des ancêtres, qui était le support qui légitimait le pouvoir royal. Vous voyez? Oui. Mais
Est-ce que les pauvres avaient accès aux perles précieuses, aux perles naturelles? Non. Cela entre aussi dans la parure. Mais quand les Européens se sont rendus compte que les perles étaient importantes pour les Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à envoyer des perles en verre, des sortes de perles de verroterie. Mais les Africains savaient les distinguer. Par exemple, en Agni, les perles naturelles, qui étaient les perles précieuses, ils appellent ça afilekpa, c'est-à-dire la bonne perle. Maintenant, les perles en verre que les Européens envoyaient pour les vendre, ils appellent ça afilete, c'est-à-dire la mauvaise perle. Mais la mauvaise perle que les Européens envoyaient là, les compagnies européennes vendaient sur les côtes là. Mais ça a permis aux pauvres d'avoir accès aussi à des perles pour pouvoir, dans leur ornement, dans leur habillement, l'utiliser. Puisqu'ils n'avaient pas accès aux bonnes perles naturelles qui coûtaient cher. Mais avec les mauvaises perles en verre, bon, aussi ils avaient accès aux perles. Donc il y a eu une sorte de démocratisation de l'usage des perles grâce aux compagnies européennes qui venaient avec ces perles en verre. Mais cette verroterie-là, ça ne demande pas du travail. Ça demande beaucoup de travail. Est-ce que c'est ce travail fait par des artisans européens qui est minimisé et puis on dit non, quand c'est vendu aux Africains, on dit non, c'est de la pacotille. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Il y a même des sortes de grelots. Bon, en fait, ça sert chez les populations africaines, notamment les populations Akan. C'est en fer. En tout cas, c'est en métal. Et on tape dessus pour faire du bruit quand le roi ou le chef veut faire passer un message dans sa localité. C'est pour attirer l'attention. On appelle ça daouro. En langue tue, on appelle ça daouro. Bon, en agneau, on appelle ça elaoué. On appelle ça elaoué. Donc, quand dans le village, on commence à taper ça, quand le héros, c'est-à-dire que celui qui va donner le message, commence à faire teinter ce métal-là, c'est cette sorte de grelot. Mais les gens prêtent attention parce qu'ils savent que c'est un message important qui va être délivré. Mais imaginez tous les villages dans l'espace Akan. Tous les villages avaient au moins un de ces instruments. Ils avaient au moins un daouro ou elaoué. Au moins un. Parce que c'est ça qui attire l'attention quand on veut faire passer un message. Mais vous voyez, quand les Européens ont compris l'importance de cela, ils ont commencé à fabriquer des daouros pour les vendre aux Africains. Parce qu'il y a eu une demande. Donc on voit que les Européens aussi, les produits qu'ils vendaient, c'était par rapport à la demande locale des Africains. Alors, mais comment certains viennent dire que non, c'est de la pacotille? Bon, j'ai parlé des pagnes, des spiritueux, c'est-à-dire des liqueurs, ça, je ne reviens pas là-dessus. Autre produit important, c'est vrai, j'ai parlé des pagnes, le pagne wax, etc. Mais, par exemple, il y avait le velours. Le velours, c'était un tissu très prisé par les populations à Caen. Et le velours coûtait cher. Les Européens vendaient du velours sur les côtes. Le velours, ce n'est pas une pacotille. Vous savez combien de temps les gens ont mis pour fabriquer le velours? Si bien qu'il y a un roi d'Ankira, le roi d'Ankira qui a perdu la guerre face à la Confédération Ashanti. On l'appelle Ntim Diakari. Il y a un texte tambouriné qui lui est dédié qui dit quoi? Dans lequel il dit quoi? Il dit, je m'habille en velours. Je me couche sur du velours et je porte des cache-sexe en velours. Mekata ago, c'est ce qu'il dit. Mekata ago, ago c'est le velours. Memouago, vous voyez. Donc, il dit qu'il veut montrer par là sa richesse parce que lui, il s'habille avec des choses, du velours. Medago, Mekatago, Memouago, voilà. C'est cela. Il dit il s'habille avec du velours, il se couche sur du velours, et puis il porte des cache-sexe en velours. C'est un texte dédié au roi Ntim Diakari d'Ankira. Oui. Alors, vous allez venir dire que ça, c'est de la pacotille. Ça ne fait pas sérieux. Il n'y a pas que ça. Il y a la soie. La soie qui vient de Chine. Mais pendant longtemps, les empereurs chinois ont gardé le secret. Nul ne devait révéler que c'était
des vers à soie qui produisaient la soie. Vous voyez? Celui qui tentait de révéler ce secret était exécuté sur l'ordre de l'empereur de Chine. Mais la soie, quand les Européens ont compris que la soie intéressait les Africains, mais ils faisaient venir de la soie. Ça venait bien sûr de Chine, ça passait par le Moyen-Orient, etc. Puis les Européens venaient avec pour les vendre. Vous savez comment, notamment en langue Nzemba, en langue Agni, etc. Vous savez comment ils appellent la soie? Mais c'est le terme en anglais. En anglais, c'est silk. Donc, ils appellent ça silké. Ils appellent ça silké. Mais si tu perds ton père chez les Akans, dans la tenue mortuaire de ton père, le caille-sexe là doit être en soie. Le caille-sexe qu'on va prendre pour, je peux dire, cacher le sexe de ton père, pour l'inhumer là, ça doit être en soie. On appelle ça sreki ablakon. Sreki ablakon. Voilà. C'est la même chose aussi pour la maman. Ce sera un cache-sexe en soie. Vous voyez? Bon, vous imaginez combien d'hommes et de femmes qui meurent pour lesquels il faut utiliser le sreki ablakon, c'est-à-dire un cache-sexe en soie. Mais pour fabriquer la soie qui vient qui vient de la Chine, qui passe par le Moyen-Orient, etc., que les Européens récupèrent pour venir vendre en Afrique. C'est ça que vous appelez pacotille? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Vous voyez? Donc vous voyez les éléments importants que les Africains utilisaient. Bon, quant à la tenue jusqu'au point wax, ça j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a même un autre instrument qui peut-être va vous faire rire, qui entrait dans les techniques sanitaires des Africains. C'est le fait de se purger. Voilà. Hein? Le fait de se purger. Mais l'instrument qui servait pour se purger, pour pouvoir donc, je peux dire, aller à la selle d'une façon abondante quand on est malade notamment. Mais les Africains même régulièrement, au moins peut-être une fois par semaine, ils se purgeaient. Hein, c'était une façon de se maintenir en bonne santé. Mais cet instrument-là, ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre. C'est le même type d'arbre qui produit les calebasses. Qui produit les calebasses. Oui. En langue tue, on appelle ça, cet instrument pour se purger, on appelle ça bontua. On appelle ça bontua. Mais quand les Européens se sont rendus compte que cet instrument était important pour les Africains, pour leur vie sanitaire, pour leur santé, parce que régulièrement ils se purgeaient, bien sûr, mais ce sont des plantes qui sont écrasées, etc. et puis mis dans l'instrument pour pouvoir se purger. Voilà. Mettre ça dans l'anus pour que l'anus puisse évacuer, hein, depuis le gros intestin, évacuer tous les excréments, etc. qui y sont logés. Les Africains se maintenaient en bonne santé de cette façon-là. Mais quand les Européens ont compris, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à fabriquer, je peux dire, des purgeoirs, si je puis dire ça ainsi, en plastique. Et vous remarquez que sur nos marchés aujourd'hui encore, vous pouvez témoigner de cela, vous avez des purgeoirs en plastique. Hein? Des purgeoirs en plastique qui est encore utilisé par les Africains pour se purger. Mais ça a commencé depuis longtemps, je peux dire depuis le 16e, 17e siècle, etc., dans le commerce que les Africains avaient, les échanges que les Africains avaient avec les Européens. Est-ce que ce sont tous ces objets-là, ces marchandises-là, qu'on appelle pacotille? Non. Ce n'est pas de la pacotille, c'était des produits très importants pour les Africains et les Européens ont compris, les compagnies européennes ont compris. C'est pour ça qu'elles les fabriquaient pour venir les vendre aux Africains passés. Donc, on remarque que beaucoup de produits que les Européens envoyaient, c'est sur la demande même des Africains. C'est sur la demande même des Africains. Alors, toute marchandise ne vaut qu'aux yeux de celui qui l'acquiert. Je reprends. Toute marchandise ne vaut qu'aux yeux de celui qui l'acquiert. C'est tout. C'est tout. Sinon, pourquoi aller acheter un tableau que quelqu'un a peint et puis on dit non, on fait ça même, comment on appelle ça, par... comment ils appellent ça? J'oublie ça. Où chacun dit le prix jusqu'à ce que
le dernier propose un meilleur prix. Vous voyez? C'est ça. Sinon, on peut dire c'est idiot. Pourquoi est-ce que tu vas aller mettre des millions à acheter le tableau, je ne sais pas moi, de Van Gogh ou bien, je ne sais pas moi, de Picasso, etc. Vous voyez? Les produits que les Européens, les compagnies européennes vendaient aux Africains, c'était des produits importants. C'était des produits importants. Je suis tellement mécontent que j'oublie même le mot pour... Voilà, la vente aux enchères. La vente aux enchères. Pourquoi une vente aux enchères, tu vas aller acheter un produit si élevé, à un coût si élevé? Alors pourquoi on ne dit pas que ceux qui acquièrent des produits, par exemple des tableaux à des prix élevés, même quelquefois des millions de dollars, que c'est idiot? Hein? Pourquoi on ne leur dit pas ça? Alors les Africains, ils achètent des marchandises et on trouve que non, ça c'est de la pacotille parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour voir que c'est de la bonne ou de la mauvaise marchandise. Vous avez vu, je vous ai montré qu'ils savaient distinguer les bonnes marchandises des mauvaises. Ils savaient distinguer la perle naturelle, la vraie. D'ailleurs, ce n'est pas ce que les Européens envoyaient, ils envoyaient les perles. Ce que les Africains appellent, les Indiens appellent ça bondement. Là, c'est en verre. Mais ça a démocratisé l'usage des perles parce que les pauvres alors pouvaient avoir des perles pour leur habillement, etc. Comme ornement. Vous voyez, comme ornement. Parce que la perle naturelle, qu'on appelle afilekpa, ça coûte cher. Vous comprenez, ça coûte cher. C'est la même chose pour le pagne kenté, fabriqué localement par les populations. Ça coûte cher. Donc, les cotonnades que les Européens envoyaient, les pagnes que les Européens envoyaient, bon, c'était bien. Mais même là-dedans, le pagne wax, par exemple, hollandais, était très apprécié. Il avait un certain coût. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Aujourd'hui, j'ai eu une petite pause dans ces soutenances-là. Mais les soutenances continuent parce que, en cascade, jusqu'au 31 mars, il faut que toutes les thèses-là soient soutenues. Voilà. Parce que au-delà du 31, ce sera une nouvelle année universitaire. Ouais. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire de cette université-là. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.